Bonjour André-Joseph, je suis très très content de te rencontrer aujourd'hui, c'est un honneur pour moi. C'est un plaisir aussi pour moi, partagé. Et bon, je vais te présenter succinctement, mais tu vas le faire toi-même bien mieux, j'imagine. En gros, tu es la 5e génération d'une famille de circassiens très célèbre. Les... 6e, ouais. 6e. 6e. Les Bougliones, voilà. Et alors, je crois que tu as créé ton premier cirque à 16 ans, hein, c'est ça, Joseph Bouglione? Totalement, oui, oui. À l'époque, j'ai quitté le cirque d'hiver parce qu'on ne faisait pas de cirque là-bas, dans ce temple du cirque pourtant. Et bon, j'ai préféré partir et faire mon propre truc à moi, mon chemin. Donc tu as un tempérament assez fort parce que tu as dompté des animaux une grande partie de ta vie, des fauves, éléphants, etc. Et aujourd'hui, tu as fait le choix, tu es connu pour ça et je pense qu'on est beaucoup à être reconnaissant de ta nouvelle direction, de ta prise et ta décision. C'est d'arrêter d'utiliser les animaux dans ton nouveau cirque, qui est un éco-cirque 100% humain. Tu as écrit un livre contre l'exploitation animale récemment. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton parcours et surtout de ton déclic qui t'a mené à faire ça. Alors en fait, le déclic, j'ai mis un certain temps à m'en rappeler, à me rendre compte. En réalité, il a fallu analyser le truc parce que c'était il y a quand même quelques années. Et si on doit dater ce déclic, je dirais que c'est un peu à la mort de 2 tigres que Sandrine et moi nous avions et avec lesquels nous avions une relation très forte, très proche, un peu plus qu'avec les autres. On ne sait pas pourquoi. Et en fait, à leur mort, nous on était sûrs que ces tigres-là nous avaient rendus extrêmement heureux. Mais à la question, est-ce que nous on les a rendus heureux, on a eu beaucoup de mal avec cette question. Et petit à petit, en fait, ça nous a fait remettre tout en question. Tout. Déjà au départ par rapport aux animaux, et ensuite, le résultat de tout ça, c'est aussi une remise en question du modèle économique, quelque part. Parce qu'on s'est habitué à travailler avec des animaux pendant plusieurs générations, et en utilisant un modèle économique qui était autour de l'animal. Aujourd'hui, il faut faire autrement. Donc sans animaux, c'est ce qu'on a décidé de faire en arrêtant d'exploiter aussi bien sauvages comme domestiques, parce que pour nous, il n'y a pas vraiment de différence. Quand on a l'expérience des animaux, finalement, on a des relations formidables avec des animaux sauvages ou domestiques, c'est pareil. Et ils sont aussi intelligents les uns que les autres. Donc ça, c'est une distinction humaine. Mais aussi, ça nous a fait réfléchir sur sur l'air du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, pour récupérer une relation saine avec le public, est-ce que ne plus présenter d'animaux, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que le public n'a pas envie d'autre chose? Voilà, c'est ce qu'on a fait avec l'éco-cirque. Alors, tu as parlé de Sandrine, donc c'est ta femme, hein, qui était aussi, je pense, issue d'une famille de dompteurs en Allemagne. Hein. Totalement. Donc, vous avez dompté des animaux pendant combien de temps, vous, en fait? Alors moi, j'ai fait mon cirque, je devais avoir 16 ans, 17 ans. J'ai eu le mien totalement, tout mon matériel à moi tout seul, indépendant vers 20 ans. Et j'ai commencé à dresser des animaux vers 21, 22 ans, à peu près. Je suis pas une vache près, quoi. Et alors justement, à propos d'animaux, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe concrètement? Parce qu'il y a des fauves, il y a des tigres, des lions, il y a aussi des éléphants. D'abord, comment on les obtient? Comment on les fait naître? Comment on les récupère? On les achète? J'en sais rien, ces animaux. Tu peux nous expliquer? Est-ce qu'il y a un trafic? Non, pour ce qui concerne le cirque, il n'y a pas vraiment un trafic. Ce qu'on appelle le grand trafic international d'animaux, ça représente plus de chiffre d'affaires que la drogue ou la prostitution. Dans le monde du cirque, on en est loin, très loin. S'il y a du trafic, c'est totalement anecdotique. C'est vraiment des cas très précis. Mais la généralité du cirque, il n'y a pas vraiment de trafic. Il y a de la naissance, il y a des naissances. Et alors, quand on a trop de naissances, on les échange ou on se les rachète entre nous. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, pour les éléphants, il n'y a aucune reproduction. En captivité, c'est extrêmement rare d'avoir de la reproduction d'éléphants. Ces éléphants-là, en général, ne finissent pas dans les cirques. Les cirques qui ont des éléphants aujourd'hui, ce sont des éléphants qui viennent, quand ce sont des éléphants africains, ils ont été capturés à l'état sauvage après le massacre de leurs troupeaux. Voilà. Quand c'est des Indiens, c'est différent parce qu'en Inde, en Asie du Sud-Est où il y a des éléphants indiens, il y a une autre culture différente de travail avec les éléphants. Voilà. C'est pas la même chose qu'avec les éléphants africains.
Et alors, en général, comment on dresse ces animaux? Comment ça se passe la période du dressage? Parce que c'est assez opaque, on ne sait pas trop comment ça se passe. Ben, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'opacité autour de ça, parce qu'en réalité, il y a plusieurs façons de dresser des animaux. Il y en a une excellente, à mes yeux en tout cas, où l'animal est respecté vraiment dans son intégrité. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de, comment dire, on ne coupe pas les griffes ni les dents, enfin on ne castre pas l'animal. On veut qu'il soit au maximum tel qu'à l'état sauvage. Bon, et ensuite, il y a des manières comment dire, pas à pas, d'obtenir de lui la confiance, de créer une relation avec l'animal, quel qu'il soit, un cheval, un tigre, un lion, c'est pareil, ou un éléphant bien sûr. Bon, après, il faut savoir une chose, c'est que les tenants de ce style de dressage sont peu aujourd'hui, on les compte sur les doigts de la main dans le monde. Voilà. Il y a une génération entière aujourd'hui qui dresse les animaux n'importe comment. Ils ne savent pas faire. C'est-à-dire? En force, à la dure. Voilà. Donc l'animal souffre, que ce soit physiquement ou psychologiquement? Ben, il souffre surtout psychologiquement, parce que cette méthode de dressage, on n'a pas besoin avec cette méthode-là de l'assentiment de l'accord de l'animal. Donc à partir de là, c'est tout en force. Dès qu'on travaille en cherchant une relation de confiance, eh bien on demande. Et puis si on n'obtient pas, on insiste. Et puis si vraiment on n'obtient pas, on trouve une autre manière. Mais c'est conditionné par le comportement de l'animal. Donc on les drogue parfois aussi? Dans certains endroits, oui. Quand on dresse bien les animaux, il n'y a pas besoin de drogue. En réalité, un animal drogué, c'est comme un homme drogué. On ne peut pas faire confiance. Il est imprévisible. Et quand on a une relation avec un animal, il ne faut pas qu'il soit imprévisible. C'est la moindre des sécurités de garder un contact avec son esprit. Alors, les derniers animaux que tu as présentés sur la piste, toi, c'était en quelle année? Ça devait être en 2014, 2015. On a placé nos fauves... on a placé nos fauves en fin 2015. Et les derniers que j'ai présentés, ce n'étaient pas des fauves à moi. Je voulais voir comment ça se passait vraiment concrètement, mais dans le vif, pas en le voyant de loin, mais en étant dedans. Je voulais voir comment ça se passait dans quelques autres structures. J'ai passé 6 mois avec d'autres tigres qui n'étaient pas à moi, qui étaient des bêtes formidables, et avec qui, alors que je ne les connaissais pas, en quelques minutes, ça s'est tout de suite très bien passé. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que les personnes qui étaient propriétaires de ces tigres ne savaient pas les faire travailler. Ils avaient peur de rentrer en cage avec eux. C'est quand même fantastique. Donc toi, tu as toujours eu un feeling, déjà ce qui fait ta sensibilité, ta particularité, c'est que tu as eu un feeling très très fort avec les animaux non humains depuis tout jeune en fait. Ah, depuis le départ, bien avant même d'en avoir à moi. Parce qu'il faut dire une chose, moi, dans ma famille, on avait des tigres, des lions, des éléphants, mais ça c'était le minimum. Je me rappelle de la ménagerie Bouglione des années 70, qui sont les années que j'ai connues, parce que je suis né en 73 et le cirque s'est arrêté en 83. Alors à l'époque, il faut savoir une chose, on avait des singes, mais pas juste des chimpanzés. Il y avait des mandrilles, des macaques, des gibbons, bien sûr des chimpanzés, des bonobos. On avait plusieurs girafes, pas une pour faire joli, il y avait plusieurs, il y en avait 2 ou 3. Il y avait rhinocéros, hippopotame, éléphant bien sûr, il y avait de tout. Donc c'était mon quotidien. Mon quotidien était rythmé par l'évasion d'un singe ou une parade avec les éléphants. Et puis surtout, à chaque fête de famille, au baptême, au mariage, même aux enterrements, eh bien, on allait présenter, par exemple au baptême, on allait présenter les enfants aux animaux, comme s'ils étaient de la famille. C'était naturel. Donc tu as toujours toi nourri un lien d'amour, on va dire, avec eux. Ouais. Et aujourd'hui, peut-être que ton amour t'a mené justement vers l'idée de te sentir plus à l'aise en les voyant en liberté finalement. Totalement. C'est vraiment quand on a perdu deux animaux exceptionnels qui étaient Madras et Dina, 2 tigres, un mâle et une femelle, avec lesquels vraiment on avait... C'était une vraie fusion en fait. Hein. Et on les sentait et eux nous sentaient. En fait, c'est difficile à expliquer avec des mots. Une communication un peu intuitive comme ça, totalement. Télépathique avec eux. Presque, ouais, de la communication animale. Ouais. Et c'est là qu'on s'est dit, c'est bien beau de les aimer, mais il faut faire pour eux aussi des choses. C'est des animaux en voie d'extinction, surtout les tigres, les lions, les éléphants, les animaux emblématiques du cirque.
Il faut savoir qu'à l'état sauvage, ils sont en train de disparaître à tour de bras. Il reste une poignée de quelques centaines de tigres à l'état sauvage. Il y en a déjà plus en captivité. Et un jour, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On va se retrouver un matin, on va allumer la télé et puis on va voir qu'il n'y a plus de tigres à l'état sauvage. Et puis nous, on en a en cage et on les exhibe pour faire du spectacle. Tout ça dans la finalité de vendre des places de cirque finalement. Et en plus, on diffuse un mauvais message aux enfants. On leur dit qu'en continuant comme ça, la nature c'est une ressource illimitée, on n'a qu'à se servir, enfin on est des dieux. Tous ces messages-là, ils sont juste dans le fait d'entrer en cage avec des fauves et d'avoir un public. C'est là où on voit que ta démarche est très profonde et puis tu parles de quelque chose de super important, c'est l'éducation, c'est les enfants, quel message on renvoie aux enfants. Justement par rapport à ça, les dernières années où tu avais des animaux, est-ce que tu as senti qu'il y avait une réaction plutôt négative qui commençait à arriver de la part du public, une réaction, tu as senti le vent tourner depuis combien de temps en fait? Mais il y a un certain nombre d'années, vous savez que dans le milieu du cirque, depuis que je suis enfant, j'entends parler de ça. Mais que ce soit ma famille ou des confrères, on en parle librement entre nous, et ensuite on se quitte en disant on n'en parle à personne, hein. Ça reste ici. Hein. Mais ils le savent parfaitement, je le savais depuis longtemps, que le public nous boycottait. On le dit entre nous, on le disait, enfin maintenant je ne fais plus trop partie de la communauté, je suis un peu mal vu, mais je peux vous garantir qu'il n'y en a pas un seul qui doute de ça, même si ils ne veulent pas le dire. J'ai vu encore un cirque qui a fait faillite récemment dire que c'était de la faute du gouvernement, des maîtresses d'école, enfin, ou du réchauffement climatique. Mais en aucun cas, ils n'ont pris en considération le ressenti du public. Alors que pourtant, on est un spectacle populaire. On est là pour le public d'abord. Et si on n'écoute pas son public, on le méprise, on lui manque de respect. Et c'est pour ça que le public ne vient plus chez nous. C'est pour ça qu'il y a autant de cirques qui se cassent la figure aujourd'hui, qui coulent lamentablement d'ailleurs. Tu parlais de la réaction de la communauté des circassiens par rapport à toi, à ta décision, à ta prise de décision et surtout ta prise de parole. J'ai entendu dire qu'il y a eu des menaces de mort, etc. Ça va mieux maintenant? Tu as entendu, il y a un dialogue possible ou tu es un peu mis sur la touche? Non, je suis toujours le mouton noir. Il n'y a plus de menaces de mort parce que vu que j'étais indifférent aux menaces de mort, ils se sont dit que c'était un peu du temps de perdu. Donc moi, ce que je leur souhaite, c'est de passer à autre chose. C'est surtout d'essayer de réfléchir, de se remettre en question. Moi, j'ai pas fait ça pour faire du tort à mon métier, pas du tout. Au contraire, moi, je pensais vraiment qu'en fait, ils allaient interpréter ça comme finalement un discours salutaire, un discours positif. Et ils le prennent pour l'instant comme un discours négatif. En réalité, ils sont choqués parce que j'ai brisé l'omerta, tout simplement, et que depuis 1 an et demi maintenant, ils y vont à tâtons. Ils savent plus quoi faire, ils savent plus comment communiquer. Par exemple, j'ai vu là encore récemment, il y a un grand cirque célèbre qui a créé un spectacle sans animaux sauvages et on voit tout à fait le malaise dans lequel ils sont, c'est qu'ils ne savent pas communiquer, alors que c'était un cirque qui communiquait très, très efficacement et vraiment beaucoup. On les voyait partout quand ils avaient des animaux. Là, ils lancent un spectacle sans animaux, eh bien, ils ne communiquent pas. En fait, ils ne savent pas faire. Ils ne savent plus faire. Il faut s'adapter, il y a un temps de transition. Moi-même, je l'ai vécu, ce temps de transition. C'est la raison pour laquelle on a rendu notre démarche publique, parce qu'au départ, pendant quelques mois, on a tourné avec un spectacle sans animaux. Et en fait, comme c'était marqué Bouglione sur les affiches, eh bien, on faisait déplacer le public classique qui va chez Bouglione. Et qui va chez Bouglione? Des gens qui veulent voir des animaux. Personne ne savait que j'en présentais plus. Donc les gens étaient déçus du spectacle parce qu'ils voulaient voir des animaux, on pouvait faire ce qu'on voulait, ça ne marchait pas. Et surtout, il y en avait qui faisaient demi-tour à la caisse. Et à côté de ça, les gens, les animalistes ou juste les personnes sensibles à la cause animale qui auraient peut-être été intéressés par cette démarche, eh bien, ils ne savaient pas. Parce que c'était pas marqué spectacle sans animaux sur les affiches. On était complètement à côté de la plaque. Et il fallait pour ça faire vraiment un travail personnel déjà sur nous-mêmes. Et à un moment donné, on s'est dit, c'est bien, nous on assume tout ça maintenant à 100%, mais il faut que le public comprenne cette démarche, il faut que le public soit au courant. Et c'est pas en mettant 50 affiches le matin que l'après-midi, c'est bon, tout le monde est au courant. Ça c'est fini ça.
Aujourd'hui, on est à l'époque d'Internet, de la télévision, des grands médias de masse, et il faut passer par là pour avertir le plus grand nombre, le public le plus large possible. Bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal, on va parler après de ton éco-cirque, etc., de ta tournée, de ce que tu fais, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de relais justement dans les médias, tu t'es bien débrouillé en communication, j'ai même vu un beau papier dans Libération, etc. Le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de pays interdisent les animaux sauvages dans les cirques. Alors pour les chiffres, il ne faut pas me demander à moi, j'ai un problème avec les chiffres. Bon, il y en a de plus en plus, en tout cas, que ce soit dans le monde ou en Europe. Pratiquement la moitié des pays en Europe interdisent les animaux sauvages dans les cirques. Je pense que tout ça, ça fait partie d'une prise de conscience générale. Et est-ce que les médias, tu as l'impression qu'ils te suivent assez bien dans ta nouvelle démarche par rapport à tout ce qui se passe, le mouvement vegan, etc. Bah écoutez, franchement oui. Déjà, il faut savoir une chose. Merci de vos encouragements et puis de vos félicitations, mais en fait on n'y est pas pour grand chose. Quelque part on n'a pas vraiment été au devant des gens pour leur demander de parler de nous. C'est pratiquement 95% de toute la communication qui a été faite, c'est venu à nous comme ça s'est fait naturellement. Donc moi ça me réconforte. Parce qu'il faut savoir une chose, il y a 1 an et demi, quand on a donné la première interview, moi personnellement, je ne pensais pas que ça allait faire un tel buzz. Je pensais qu'au bout de quelques jours, ça allait se tasser et puis qu'on allait continuer à tourner normalement. Et ça a déclenché d'un côté des réactions extrêmement violentes de mes confrères, ce qui nous a obligés à arrêter la tournée à l'époque. Et quelque part c'est salutaire parce que ça nous permet de travailler sur l'alternative, sur l'éco-cirque. Mais et d'un autre côté, il y a eu des réactions extrêmes aussi, mais dans l'autre sens. C'était plus les menaces de mort, mais c'était les déclarations d'amour, quasiment des demandes en mariage même. C'était assez troublant en fait. Et de la part de gens qui, quelques mois avant, nous crachaient dessus, nous combattaient. Enfin, c'était assez compliqué à vivre, mais très positif, hein. Au contraire, on l'a pris avec joie, tout ça. Je pense que ta démarche est très très soutenue, très applaudie par le mouvement, on va dire des animalistes et des végans, etc. Ouais. Parce que tu es un peu un héros quand même. Faut pas exagérer quand même. C'est-à-dire que il faut énormément d'énergie, il faut une grande force de caractère avec tout ce que tu as fait pour justement face à la pression d'autres circassiens, etc. De dire maintenant j'arrête les animaux, je pense qu'il faut changer parce que tu vas plus loin que d'arrêter les animaux. Tu expliques, tu écris un livre, etc. Je pense que c'est ce courage qui est très 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 apprécié de la part des défenseurs d'animaux. J'aimerais qu'on parle... À savoir si c'est du courage ou de l'inconscience. Hein. Personnellement, moi je pense que c'est de l'inconscience. Bon, t'es toujours au départ, en tout cas. Maintenant, honnêtement, il ne faut pas regarder par rapport à ce que c'est courageux ou pas. Il faut regarder avec froideur quand même aussi une situation. Il y a un métier entier qui souffre. Aussi. Voilà, par rapport au modèle économique justement, parce que c'est vrai que beaucoup de gens qui vont dire, beaucoup de militants, beaucoup de gens qui vont dire aux circassiens arrêtez les animaux, on n'est pas là, on ne veut pas nous que les circassiens coulent, s'appauvrissent, etc. De toute façon, on va vers un monde de cirque sans animaux, puisque de toute façon, petit à petit, la loi ira dans ce sens-là. Comment on peut, en gardant un modèle économique viable, passer du cirque avec animaux au cirque sans animaux? Parce que toi, c'est assez ambitieux. Même tes costumes sont véganes, même j'ai vu que tes moyens de transport, tu veux que ce soit écologique, etc. Que tu peux nous expliquer comment c'est possible ça? C'est possible parce qu'on le veut. Et moi, je suis sûr que c'est possible parce qu'aujourd'hui, on a accès à plein de technologies qui, il y a encore quelques années, n'étaient pas viables. Elles étaient, par exemple, les plaques solaires, le photovoltaïque, c'était lourd, c'était cher, c'était pas efficace, c'était fragile. Enfin, pour tourner avec ça, c'était pas évident. Aujourd'hui, voilà, précisément, un des cas qu'on va pouvoir développer en tournée avec des panneaux photovoltaïques et produire de l'électricité verte et durable et qu'on ne pouvait pas il y a encore quelques années. Donc c'est aussi une conjonction de choses par rapport au timing quelque part. Aujourd'hui, on peut le faire, ces choses-là. Après, moi, je pense, personnellement, tu disais tout à l'heure que vous ne voulez pas que les cirques coulent et s'appauvrissent. Moi non plus, d'ailleurs. Et je pense qu'ils sont en train de couler et de s'appauvrir, justement, parce qu'ils persévèrent à exploiter des animaux. La chute de Pinder, il était à 350 000 personnes, 350 000 visiteurs à l'an, chaque année.
il est passé à 100 000, il a perdu 250 000 spectateurs. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est énorme. C'est énorme. Et tout ça pour dire, une fois l'entreprise liquidée, une fois que c'est fait, pour dire à la télé que c'est à cause du gouvernement et du réchauffement climatique. Et il faut assumer la vérité telle qu'elle est. Et il faut l'affronter en fait. Et ça veut dire que, voilà, moi je pense qu'il faut aujourd'hui passer à un modèle de transition en tout cas. Et quel modèle économique? Il ne faut pas garder le même, il faut proposer des choses. Alors, ton éco-cirque, pour donner envie aux gens de venir, tu peux nous dire où il est, quelle va être ta tournée, les villes que tu vas visiter, et puis ce qu'on peut y voir, parce que c'est 100% humain. J'ai même vu que les costumes étaient véganes, c'est-à-dire pas de plumes, pas de cuir, etc. Tu as poussé loin cette idée-là. Tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, nous décrire? Alors le modèle économique, il est extrêmement compliqué, mais en fait il est tout simple. Il faut imaginer un cirque, juste, bon, il n'y a pas d'animaux, un engagement de l'équipe, bien sûr, pour l'écologie. Mais bon, un super spectacle de cirque, magnifique, costume végan. Mais autour, vu qu'il n'y a plus d'animaux à visiter, eh bien, il va y avoir un salon de l'éco-cirque, ou un village de l'éco-cirque. En gros, pour se faire une idée de ce salon, il faut imaginer un village de Noël, un grand village de Noël avec plein de commerçants. Mais sauf que ça ne sera pas sur la thématique Noël, ça sera sur la thématique écologie. Écologie, animalisme. Donc chaque commerçant, ça sera une alternative à nos pratiques actuelles, de manière soft, pour diffuser des idées progressistes, tout simplement, et humanistes. La réaction du public pour l'instant? Elle est formidable. On n'a que des personnes qui nous envoient des lettres d'encouragement ou de félicitations de toute la France, tous les jours. Ça n'arrête pas et ça, c'est plutôt positif. Ça, pour tout dire, quand j'avais des animaux, je recevais des lettres d'insultes. Ouais. Voilà. Donc tu as franchement gagné au change, quoi. Je pense, oui, de toute façon. Mais on ne l'a pas fait pour ne plus recevoir de lettres d'insultes, on l'a fait pour les animaux. Et c'est ça qui est formidable. Mais on prend les lettres d'amour, c'est agréable. Alors, où est-ce qu'on peut te voir? Où est-ce qu'on peut voir ces spectacles? Alors, on débute en avril prochain. Et en mai, on fait 2 mois, les 2 premiers mois. La première ville, pour l'instant, c'est encore confidentiel, mais on va bientôt partager là-dessus, faire une grande conférence de presse localement pour lancer cette affaire, ce bazar, ce grand bazar, ce big bazar. Et par contre, la deuxième ville, ce sera normalement Strasbourg. Et donc, je vous invite au mois de mai prochain, si tout va bien, à venir nous voir à Strasbourg. Alors on viendra sans problème. Mais on fera de la communication longtemps avant. Ça se saura au niveau national. Bon, nous, on fera tourner l'info en tout cas à Strasbourg, parce que tu sais qu'Happy Earth Now, notre association, est basée sur Strasbourg, même si on rayonne un peu partout. Donc on s'engage à faire venir un maximum de monde, parce qu'on veut soutenir cette entreprise. J'ai une autre question à te poser, c'est finalement, donc, par rapport à ton livre, que je n'ai pas encore lu, donc je vais me le procurer, est-ce que tu es... par rapport à tout ce mouvement qui est animaliste, vegan, antispéciste, bon, il y a absolument beaucoup de nuances et beaucoup d'opinions différentes dans ce grand mouvement-là. Mais toi, quelle est ta sensibilité par rapport à ça, de façon générale, par rapport au véganisme? Moi, je pense qu'ils ont raison. On les appelle végétaliens, véganes, enfin comme on veut, ou végétariens. Enfin, l'important, c'est de complètement changer notre rapport à la nature, notre relation avec l'animal, la biodiversité, la nature, tout ce qui est vivant. On est vraiment dans l'erreur, je pense, de A à Z. Et je pense que le véganisme ou le végétalisme, on l'appelle comme on veut, je pense que c'est la solution. Faire de l'écologie, c'est bien, mais il faut inclure l'animal à l'intérieur. Voilà. Et moi, je pense que les végans, ils sont dans cette idée, ils ont raison. Dernière question plus globale par rapport au mur écologique qu'on est en train de se prendre à 200 km/h sans airbag. Et on accélère en plus. Réchauffement climatique, etc. etc. Quelle est ta vision des choses? Est-ce que tu restes positif, tu y crois? Est-ce que tu es plutôt pessimiste? Comment tu ressens tout ça, toi? Eh bien, moi, je suis très optimiste. C'est peut-être ma folie. Ma folie de naissance peut-être qui s'exprime maintenant. Je suis très optimiste, pourquoi? Parce qu'en fait l'humanité a déjà connu des heures sombres, même plus sombres encore, où là on craignait pour
pour la vie de plein de gens. Là, on craint encore pour la vie des gens, mais il y a aussi une réaction à ça. Il y a une réaction à cette espèce de fatalité qui fait que les gens, il y a vraiment une prise de conscience. Et là, maintenant, il y a une prise de conscience qui débouche sur une action, sur de l'action. Quelque part, à un moment donné, on a pris conscience, mais une fois qu'on a pris conscience, c'est bien joli. Mais si on continue à vivre exactement de la même manière, à quoi ça sert de prendre conscience? Ça sert à rien. Et surtout si on sait qu'on va dans le mur, comme tu disais. Là, je pense qu'il faut non seulement prendre conscience, et ensuite il faut, dans la mesure du possible, il faut essayer de s'auto-rectifier, d'essayer soi-même, humblement. C'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas, avec Sandrine et moi, de rectifier les choses qu'on pouvait rectifier. Alors, même si parfois il faut prendre des risques, il faut parfois même se fâcher avec des gens, mais c'est un mode de vie, il faut changer de mode de vie, j'en suis persuadé, parce que le mode de vie qui est pratiqué aujourd'hui en Occident, il n'est pas possible. Donc on compte sur les gens qui ont un peu de courage et un peu de prise de conscience pour inventer, pour trouver des nouveaux modèles. C'est exactement ce que tu fais toi avec ton éco-cirque 100% humain. Oui, il faut initier des alternatives. Il faut lancer des trucs. Alors c'est risqué, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est pas une raison pour pas le faire. Parce que de toute façon, on sait que de rester sur ses positions, c'est un échec total, à 100%. On en est sûr aujourd'hui. Donc il faut prendre des risques, il faut oser chercher des alternatives. Et même si on n'est pas sûr à 100% qu'elles vont marcher, c'est pas grave. De toute façon, on sait que le modèle sur lequel on était avant ne marche plus. Et elle est là. En réalité, on m'a dit l'autre jour que j'étais un bisounours à proposer des choses gentilles pour les animaux, pour la nature. Mais les bisounours, c'est les industriels. Les bisounours, c'est ceux qui croient que le modèle peut durer. C'est eux les bisounours. Parce que d'ici un certain nombre d'années, leur système va s'écrouler. C'est une évidence. Ce sont eux les bisounours, parce qu'eux croient encore que ce système-là est viable. Ils devraient aujourd'hui aller dans la transition, s'ils étaient sérieux. Bon, en tout cas, je te remercie infiniment, vraiment, André-Joseph, d'être venu passer quelques temps avec moi ici sur ce banc. C'était un plaisir. Pour échanger. On t'encourage vraiment très fort dans tout ce que tu entreprends. Hein. Merci. Quand tu viendras nous voir sur Strasbourg, on essaiera de ramener du monde. Hein. Espérons qu'il n'y ait plus de place. Ben oui, on va faire en sorte que tout soit complet et que tout soit viable économiquement, que tu t'en sortes et que tu sois surtout le représentant d'un nouveau modèle et que tu inspires les autres circassiens pour te suivre dans ce chemin. Quoi. Donc merci. Quoi. Merci beaucoup. Tiens. À bientôt. Oh, ça fait bien la sortie de cadre, t'as vu, à bientôt. Je me barre. Je cours, j'embarque la caméra. Va pas trop loin, va pas trop